Euh, non, ok, ça va. Merci Thierry. Je me présente brièvement pour tous ceux qui participent au séminaire. Merci en plus pour l'arrangement d'horaire, parce que j'ai eu un problème d'horaire, alors je vous remercie à tout le monde de se pouvoir se mettre d'accord pour ça. Très, pour moi, maintenant, je continue à être professeur à l'Université de la République. Ah merde, flûte. Excusez-moi, j'ai coupé le son oh, flûte. Il faut que il faudrait que vous rétablissiez le son. Je l'ai coupé chez vous. Excusez-moi. Non, j'ai Voilà, pas réussi. Voilà, c'est on bon. attend, hein? Oui, oui, c'est bon. Oui, Excusez-moi. bon, alors, en plus, maintenant, c'est les... Voilà, se fue la mierda, carajo. Oh, voilà. Bon, je continue comme à être professeur à l'université, à une maîtrise à l'université de la République. Et en plus, je suis chercheur associé à l'université du Centre latino-américain d'économie humaine. Participant, je suis aussi membre du comité directif de l'Association des sciences, de la promotion de la science et technologie en Uruguay. Brevemente, j'ai travaillé beaucoup sur des sujets sur le régionalisme, Mercosur, politique internationale du Brésil, éducation supérieure dans les processus régionaux. Et, bon, l'intérêt pour les sujets avec la Chine, j'ai commencé à développer il y a beaucoup d'années, déjà quelques années, non, non, pas beaucoup, mais quelques années, concernant justement les principes win-win et les relations avec les pays du Mercosur, surtout avec le Brésil et l'Argentine, non? Alors, sé que sí, justement, j'ai rédigé quelques articles en coopération justement avec Thierry et Sophie Wingen sur, concernant les relations Chine-Mercosur. Euh, et ce qui c'est intéressant, c'est de poser un sujet intéressant pour les relations internationales concernant l'évolution du régionalisme. C'est même le principe win-win que pose la Chine dans sa politique internationale. Alors, je remets en question euh, ce principe, non? Parce que finalement, je disais, concernant le Mercosur, vraiment, on ne peut pas parler d'un win-win, c'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui gagne dans les relations Mercosur avec des pays du Mercosur avec la Chine. Mais alors, dans ce sens, c'est que je, pas, je pose ici le plan de la présentation, que c'est important que quelques aspects conceptuels et la méthodologie justement pour ce travail, pour cette présentation, mais en général pour le travail que j'avais fait de recherche concernant la relation de la Chine
avec les pays du Mercosur. Comme je disais, j'avais fait quelques articles de la Chine avec le Brésil, Chine avec l'Argentine, mais aussi de la relation avec l'ensemble du Mercosur. En réalité, on peut dire d'abord qu'il n'y a pas de relation d'ensemble avec le pays du Mercosur parce que finalement, le Paraguay encore n'a pas reconnu la Chine comme telle. Le Paraguay, c'est le seul pays de l'Amérique du Sud qui continue à avoir des relations avec Taïwan. Alors, ça, se pose un problème, vraiment, mais justement, c'est une partie de l'élaboration on peut dire, des conclusions. En avançant les conclusions, on peut dire, oui, il n'y a pas de relation avec les Mercosur comme tel, mais cela favorisait en réalité toute l'approche de la Chine avec les pays du Mercosur. Alors, comme vous voyez dans le plan de présentation, quelques aspects conceptuels et méthodologiques que je vais utiliser d'abord pour concernant comment se pose le Mercosur, le régionalisme à partir du Mercosur comment j'entends, on peut dire le régionalisme du Mercosur, parce qu'en réalité, le régionalisme du Mercosur, ce n'est pas la même chose que le régionalisme européen. C'est important de différencier, non? Faire la différence vraiment, parce que c'est l'approche, le point de départ de l'analyse. Alors, après ça, justement, on peut dire il y a en réalité dans la relation de la Chine avec les pays de l'Amérique latine en général, mais surtout avec les pays du Mercosur, de l'Amérique du Sud en général, non? Il y a vraiment des étapes très claires dans ce siècle. Une étape, on peut dire, comme on disait, d'invasion silencieuse de la Chine, alors que la Chine a pris des positions, on peut dire, concernant le commerce bilatéral avec les pays, des investissements aussi. Silencieux, comme disait un analyste argentin, parce que c'est pendant la première partie de ce siècle, la première décennie, une partie de la deuxième décennie, la Chine a commencé à investir, il y a une croissance du commerce par les besoins énergétiques et les besoins aussi alimentaires de la Chine. Et justement, cela a été en rapport avec justement l'arrivée des gouvernements progressistes en beaucoup de pays de l'Amérique du Sud, aux pays du Mercosur aussi, non? Par exemple, Lula au Brésil, le péronisme Kirchner en Argentine, le Front élargi, Frente Amplio en Uruguay, et même en Paraguay, c'était un moment Lugo. Et cette convergence n'a pas changé fondamentalement les choses, mais c'est-à-dire ces gouvernements ont profité aussi de la croissance du commerce avec la Chine, des investissements, les possibilités pour, euh, pour une meilleure insertion économique internationale, en réalité, non? Mais cela aussi dans ce sens, la Chine était très bien positionnée dans ce pays, non? Ça, c'est une première étape. On peut dire mais il y a après une deuxième étape de la Chine, c'est concernant justement avec, on peut dire, une meilleure position de la Chine dans tout le système international, avec la mise en point de la route de la soie, non? C'est-à-dire la deuxième partie du siècle, c'est-à-dire à partir de 2012, 2013, non? Et alors, du point de vue du Mercosur, c'est très clair là que les relations sont bien sûr très bilatérales. Ça, c'est clair que la possibilité une possibilité lointaine d'une relation, d'un accord avec le Mercosur dans l'ensemble, c'était
c'était fini. Et c'était clair, très bilatéral. Et, et justement, c'est clair aussi que le Mercosur comme tel, concernant l'idée du Mercosur avec les industries, tous les Mercosur industriels, non? A commencé à perdre l'exposition dans la région, dans l'Amérique du Sud et dans le Mercosur aussi. Les entreprises brésiliennes et les entreprises argentines face à la compétence des produits chinois. Et alors, ça c'est, j'avance un peu les conclusions, non? Et alors, on peut dire que en réalité, les principes win-win de gagnant-gagnant n'a été vraiment comme tel dans les pays du Mercosur. En réalité, ceux qui ont gagné à l'intérieur du Mercosur, c'est l'agro-industrie qui, bon, c'est très clair, ça. Par exemple, un des principaux produits exportés vers la Chine, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil, c'est la soja. Et alors, en réalité, on peut dire, du point de vue de nos pays, la relation avec la Chine, c'est vraiment très primaire. On exporte des produits primaires en retour, il y a importation de produits plus de valeur ajoutée, de plus de valeur ajoutée, de produits industriels. Et alors se maintiennent un peu les relations toujours, on peut dire, euh, euh, plus du sud, on peut dire, non, de nos pays. Alors, ça c'est un peu la conclusion finale, mais je vais d'abord montrer un peu la idée on peut dire, de ce que je disais du Mercosur, du régionalisme en Amérique latine, en Amérique du Sud, non? Pourquoi je parle d'un régionalisme périphérique? Parce que, bon, finalement, c'est la position structurelle dans le système international. Et en réalité, l'Amérique latine est périphérique, sauf, sauf, sauf maintenant le Mexique, non? Mais l'Amérique du Sud, c'est clairement périphérique. Il y a moins dans tout ce qui concerne l'évolution du système international. Bon, on peut dire que maintenant, le système, c'est pas l'hégémonie des États-Unis seulement, mais justement, la Chine a commencé à être un pôle important, on peut dire, mais c'est tout dans le nord du système, on peut dire. Toute la périphérie continue à être un peu indépendante, on peut dire, de l'évolution de cette orientation dans les centres du système. On peut dire, ça c'est plus complexe, non? Mais j'essaie de mettre au point l'idée de que même s'il y a un changement avec les puissances émergentes, comme même on parle de puissances émergentes, le Brésil par exemple, non? est, est loin d'être à l'avancée, on peut dire, de l'évolution du système comme tel. C'est-à-dire les idées, la culture, les innovations plutôt se prennent dans d'autres centres, non? C'est pas dans les puissances émergentes commencent à participer, mais d'une manière même, sauf, sauf, euh, sauf quelques exemples qui sont plus globalisés, sont périphériques, non? Alors, de ce point de vue, alors le Mercosur continue à être un peu, c'est un régionalisme périphérique et c'est pour ça que ce sont on doit justement
les rapports externes avec les principales puissances sont importants. Pourquoi sont importants? Parce qu'en réalité, il y a l'inflexion du régionalisme périphérique et l'ordonnement, on peut dire, du régionalisme périphérique est en rapport avec les principaux centres de pouvoir, c'est-à-dire du point de vue économique, politique, des innovations technologiques, etc., etc. Soit les États-Unis, soit l'Union européenne. Et maintenant, ce que j'ai dit justement, c'est qu'à partir de ce siècle, c'est la Chine aussi qui a commencé à, à se mettre en compétence avec les États-Unis et et l'Union européenne. Si bien la compétence entre un pays, entre pouvoirs, est possible, c'est pas seulement les jets à somme, on peut parler d'un jet de somme positive. Néanmoins, de plus en plus, on voit que dans l'évolution des choses, c'est plutôt par rapport aux États-Unis, l'Union européenne, par rapport à la Chine, se présente comme un jet parfois somme nulle, non? C'est-à-dire, on le voit maintenant, surtout, c'est très clair maintenant, en Argentine ou en nos pays, quelques limites posées par les États-Unis à comment se dit, à la position de la Chine dans des investissements, dans quelques secteurs, par exemple, non? Surtout, c'est très clair en Argentine maintenant. Et va poser on peut échanger après, ça va poser beaucoup de problèmes concernant les possibilités d'autonomie d'un pays. C'est-à-dire, de la manière que vient l'évolution, cela se pose de plus en plus. Tu es pour ou contre cette orientation. C'est-à-dire, presque on peut dire, c'est l'Occident contre l'Orient. Et cette polarisation pour notre régionalisme, pour nos pays, c'est très dangereux, non? Parce qu'on commence à parler d'autres priorités par rapport à, on peut dire, au développement de nos pays, non? On le voit, on parle des analystes en Amérique du Sud, parlent justement d'un passage à un moment donné, c'est que c'est la première étape de la présence de la Chine dans nos pays. On a passé d'un consensus de Washington pendant les années 90 à un consensus de Beijing, non? On le voit dans quelques chiffres de commerce. Je vais montrer brièvement des chiffres de commerce avec l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. On voit vraiment une évolution géométrique des exportations et importations du commerce bilatéral, ce qui montre que vraiment la présence chinoise c'est très important dans notre pays. La Chine vraiment a commencé à représenter un des principaux partenaires commerciaux dans les pays de l'Amérique du Sud, non? Bon, c'est que pour vous montrer l'importance de la Chine, c'était politique, non? Diplomatique et bien sûr commercial aussi, économique. Mais les rapports économiques ont été utilisés comme une arme politique pour la reconnaissance de la Chine comme face pour certains pays qui reconnaissaient encore les Taïwan.
justement, la présence chinoise a été très importante dans tous les pays de l'Amérique centrale qui ont commencé à reconnaître vraiment la Chine un après l'autre, non? Bon, finalement, c'est la Chine, sauf quelques pays encore qui restent, et bien sûr, le Paraguay. La Chine a utilisé l'arme économique, l'arme politique et diplomatique pour la reconnaissance. Ça, c'est un des objectifs principaux de la Chine dans toute la région, non? Bon. Comme je disais, les chiffres quelques chiffres de commerce, non? Par rapport en relation à l'Argentine et le Brésil. Par exemple, avec l'Argentine, non? La Chine exportait 330 millions de dollars face à les exportations argentines, c'était 1 million de dollars. La Chine seulement 330 millions. Et 10 ans plus tard, les exportations chinoises ont été de 10 000 millions de dollars, tandis que les exportations argentines ont été de 6 000. C'est-à-dire très bas, mais alors les exportations chinoises ont augmenté beaucoup. En ce qui concerne les investissements, l'Argentine était le 10e pays de réception après le Brésil en Amérique latine. C'est l'infrastructure, l'énergie, le pétrole, le gaz, les minéraux. C'est-à-dire, ce sont des pays très importants pour la Chine, du point de vue des investissements. C'est pour ça que l'évolution actuelle de l'Argentine avec ce gouvernement Milei, que vous devez connaître plutôt pour ses extravagances, un peu, c'est un peu une espèce de Bolsonaro, mais c'est d'une certaine manière, c'est pire que Bolsonaro parce que c'est moins lié à l'État, à l'idée de l'État, c'est-à-dire il veut finir avec l'État, alors avec la diplomatie, plus aussi. Alors, de ce point de vue, l'Argentine est clé maintenant dans la relation entre les États-Unis et la Chine, parce que les États-Unis ont pris un peu, c'est-à-dire l'Argentine a reconnu surtout, Milei, non? A reconnu les États-Unis comme le principal leader de l'Occident. C'est comme une bataille entre l'Occident et le reste du monde, quelque chose comme ça, non? C'est terrible, l'évolution maintenant du chef d'État en Argentine, non? Bon, le commerce du Brésil avec la Chine, que représentait seulement 1% du total en 1990, par rapport aux États-Unis et l'Argentine. C'était une croissance significative à passer justement en 2012, on passait à 35 000 millions de dollars. C'est une croissance très significative, mais alors les exportations du Brésil étaient concentrées surtout sur 5 produits, non? Minerais de fer, soja, sucre, combustibles minéraux et bois, cellulose et papier. C'est-à-dire ces 100 produits, de ces 100 produits, surtout les minerais de fer et soja concentrés 24 000 millions de dollars. C'est énorme, alors ce sont des produits primaires. Et c'est là même si, dans le rapport, parce que dans la recherche que j'avais fait avec, concernant la relation Brésil-Chine, dans les relations, les commissions bilatérales chino-brésiliennes, les Brésiliens se sont préoccupés
de cette situation est différente et les gouvernements se sont préoccupés aussi. Et, cela n'a pas changé vraiment. Et, et le Brésil continue à exporter surtout les produits primaires, très concentrés dans quelques produits, non? Alors, il y a une certaine évolution, c'est la nécessité, le Brésil a la nécessité de investissements chinois et véhiculisés au niveau de la coopération et au niveau aussi des projets, non? Ensemble. Mais du point de vue du commerce bilatéral, il y a des entreprises en plus qui ont commencé à perdre les positions, non? Surtout les industriels, le secteur automobile, le secteur des machines et pièces électrodomestiques, non? Et aussi en Argentine, non? On commence à perdre les positions au niveau local et au niveau régional aussi, non? C'est pas seulement comment se dit, les marchés domestiques, aussi au niveau régional. On commençait à parler d'exposition, non? Bon, je vais passer un peu là, à parler de la stratégie de la Chine vers le Mercosur. Et comme je disais, il y a des livres blancs de la Chine sur l'Amérique latine, pour l'Amérique latine. Et alors, la stratégie générale de la Chine pour l'Amérique latine, c'est plutôt d'abord, la priorité, c'est la reconnaissance de la Chine comme une seule, la Chine. C'est-à-dire tous les pays qui reconnaissent le Taïwan doivent, c'est-à-dire il y a une offensive pour la reconnaissance d'une seule Chine, de la Chine comme telle. Ça, c'est la priorité. Et dans ce sens, l'Amérique latine est prise dans l'ensemble, c'est-à-dire comme un ensemble tout. Et alors, la Chine priorise dans la priorité de la coopération internationale et dans les relations, c'est pour, comment se dit, une relation avec l'Amérique latine, justement dans le forum préféré, la priorité de la Chine, c'était justement la CELAC, la communauté d'États latino-américains et caraïbes. On a eu des sommets déjà, la Chine avec les pays de l'Amérique latine et Caraïbes. Et alors, la coopération est justement canalisée dans ce forum. Par contre, justement, c'est très important, et dans les livres blancs n'apparaît pas, les forums, les blocs régionaux comme Mercosur ou Pacte Andin, tout ça ne sont pas priorisés, ne sont pas pris en compte pour toute la politique régionale et internationale de la Chine. La stratégie, alors, c'est bien dirigée, on peut dire, avec la CELAC, non? Quelle est la spécificité du Mercosur? Es que un des pays, justement, ne reconnaît pas encore la Chine, que c'est le Paraguay. C'est pour ça que je parle d'un nombre diplomatique là, avec le Paraguay dans le Mercosur, non? Et en réalité, la seule fois que la Chine a parlé d'un accord avec le Mercosur, c'est à la 2007, je crois, 2007-2008, une seule fois, non? Et après, n'a pas parlé de l'accord avec le Mercosur. Tandis que, par contre, elle a continué, la Chine a continué, comme on va voir, non? Les accords bilatéraux avec les accords stratégiques avec les différents pays. Tous les pays du Mercosur, sauf bien sûr le Paraguay,
ont signé des accords stratégiques avec quelques différences. Avec le Brésil, c'est un accord stratégique global, c'est-à-dire c'est comme un échelon de plus, plus haut, on peut dire, non? Différent par rapport aux accords stratégiques avec l'Argentine et l'Uruguay. Quelle est bien sûr, le Brésil est le Brésil. Le Brésil, c'est la moitié de l'Amérique du Sud, c'est la moitié en population, en territoire, aussi en PBI, non, de l'Amérique du Sud. Le Brésil est un acteur régional international, on peut dire. Surtout, c'est une puissance régionale avec des répercussions internationales. Mais comme je disais, le Brésil continue à être de toute façon une puissance émergente, mais périphérique, non? Quelle est la situation particulière par rapport aux autres pays? Bon, que le Brésil a été le premier pays latino-américain à signer un accord de coopération stratégique avec la Chine en 1993, digamos. Et a commencé un programme satellitaire en 1988 avec la Chine. C'est-à-dire c'était un avancement par rapport aux autres pays de l'Amérique latine, non? De relations avec le Brésil et la Chine. Et en plus, justement, on a développé de manière significative des programmes de coopération en matière spatiale, recherche biologique, entre autres, non? C'était très intéressant parce qu'en réalité, ces programmes de coopération ont fonctionné jusqu'à le gouvernement Bolsonaro au moins. Maintenant, justement, avec le gouvernement Lula, la coopération a repris, non? Dans la visite de Lula à Pékin l'année passée, les deux gouvernements ont signé des accords de coopération, 15 accords de coopération qui veulent prendre de nouveau la reprise, on peut dire, la coopération entre les deux pays, non? Après quelques années de stagnation avec le gouvernement Bolsonaro et la pandémie aussi, non? Que c'était un peu la... Par contre, le Brésil n'est pas encore parti la nouvelle route de la soie, non? Ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, on pourrait dire, oui, bon, le Brésil est justement dans la route maritime de la soie, c'est avec quelques ports dans l'Atlantique. Il y a en plus des projets pour lier les ports de l'Atlantique du Brésil avec les ports du Pacifique, soit sortie Pérou, soit sortie Chili. Mais alors, est encore en étude, hein, parce que là, justement, on peut dire Itamaraty, que c'est continue à étudier, de voir les possibilités, les options, et si vraiment c'est stratégique pour le Brésil aussi de signer, on peut dire, l'accord de l'initiative, de faire partie de l'initiative. C'est pas signer, c'est faire partie de l'initiative. Par contre, l'Argentine, non? L'Argentine, avec le gouvernement Fernandez, que c'est le gouvernement avant Milei, justement, s'est jointe à l'initiative de la nouvelle route de la soie. C'est justement en février 2022, non? Et en plus, a décidé d'être partie aussi la Banque asiatique d'investissement en infrastructure, non? Très important pour toute cette idée en plus, tout on peut dire, le capital qui a commencé à
mobiliser cette banque. C'est aussi c'est une alternative pour justement les investissements dans le monde. On peut dire, euh, euh, on l'a vu comme ça pour l'Argentine au moins, non? Et au sommet des BRIC, l'Argentine a décidé de, de s'adhérer au BRIC, non, au bloc. Mais justement, ce gouvernement de Milei a décidé a rejeté toute possibilité de s'adhérer au BRIC. Comme je disais aujourd'hui, non, c'est un gouvernement très idéologique du point de vue de rejeter tout, tout ce qui est lié aux idées communistes o quelque chose qui va à l'encontre, on peut dire, de l'Occident d'une manière idéologique, non? Et c'est pour ça que maintenant, si bien sûr, il y a un problème au Mercosur aussi, non? Si les gouvernements, les présidents Lula et Milei en- ne se sont pas rencontrés encore. Será bien aussi avec les gouvernements avant aussi, comment se dit, au Brésil aussi, les Bolsonaro avec Fernandez ne se sont pas rencontrés non plus, non? Alors, cela se va à l'encontre, on peut dire, de toute la tradition des pays du Mercosur entre les présidents brésiliens et argentins, que même si n'étaient pas tout, on peut dire, n'étaient pas avec les mêmes idées ou n'avaient pas les mêmes idées, de toute façon, se rencontraient, c'était une relation structurelle très importante. C'est l'axe du Mercosur, l'axe presque de l'Amérique du Sud. Mais alors, depuis quelques années, avec le gouvernement Bolsonaro d'abord et maintenant avec le gouvernement Milei, vraiment, il y a des problèmes de fonctionnement et on peut dire, on ne commence pas il n'y a pas de, euh, de dialogue, on ne met pas on ne parle pas pour mettre des objectifs ou pour parler des objectifs régionaux, de coopération régionale, etc., etc., non? Vraiment, on est coupé pour le moment. Vraiment, justement, il y a un problème aussi dans le Mercosur, bien sûr, non? Bon, je vais passer un peu là pour, pour laisser pour surtout l'idée eh, de essayer de définir les perspectives du Mercosur et quelques conclusions pour laisser un peu pour l'échange, pour, si vous voulez mettre des idées en question, non, à la fin. Bon, les perspectives du Mercosur, c'est aujourd'hui que bien sûr, le Mercosur peut essayer de continuer à négocier avec les différents partenaires externes en cherchant une certaine autonomie. Mais justement, il peut aussi chercher un partenaire en position de force pour améliorer sa position. Mais, mais c'est justement, avec ces possibilités, ces perspectives sont vraiment maintenant en cause pour les derniers gouvernements au Brésil et en Argentine, le Bolsonaro et Milei, maintenant le gouvernement Milei en Argentine. Vraiment avec c'est que la politique extérieure de l'Argentine, qu'on peut parler beaucoup de ça, mais en réalité, le gouvernement Milei veut en finir avec l'idée de la coopération régionale et internationale d'un État. C'est-à-dire, il faut penser plutôt
à laisser en liberté les marchés, laisser la liberté des personnes et le marché, c'est-à-dire l'État doit être réduit au minimum et même disparaître, presque disparaître. C'est pas ça exactement, parce que vraiment, il faut quelqu'un, l'État pour assurer un peu la sécurité, non? Mais réduire au minimum l'État et alors laisser fonctionner le reste. Alors, dans cette idéologie, la coopération, tout projet de coopération disparaît. Tout projet de coopération, même des projets de coopération au niveau de la frontière, non frontalière. Et il y a des frontières importantes entre l'Argentine et le Brésil. Et l'Uruguay, c'est un pays de frontières, maritime et de frontières, avec le Brésil et l'Argentine. Et le Paraguay, bien sûr, c'est un pays méditerranéen qui a des frontières avec l'Argentine, la Bolivie et le Brésil. Alors, si disparaît la coopération, eh, tout type de coopération, c'est vraiment on peut dire, on réduit au minimum la relation régionale. Vraiment, c'est seulement les marchés, c'est tout. Mais comme vous savez, n'importe dans la relation entre communautés humaines, il faut, c'est nécessaire aussi mettre des normes, des principes, des idées en commun pour fonctionner. Bon, alors, c'est les conclusions sur la relation de la Chine avec les pays du Mercosur. En réalité, on peut dire la Chine, justement, c'est une question que je me posais, non? Je suppose, la Chine peut faire le rôle d'ordonnateur régional du bloc, c'est-à-dire, et non, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que vraiment la Chine, les modèles, l'idée de la Chine, le modèle de gouvernance internationale et tout ça de la Chine, c'est différent, tout à fait différent. Du processus régional, c'est-à-dire de la gouvernance régionale et la gouvernance internationale. C'est par exemple même de l'idée de gouvernance qu'il y a l'Union européenne. Alors, on peut dire, oui, ce qui fonctionne, c'est pas avec les Mercosur comme tel, mais la Chine, l'intérêt de la Chine, c'est d'avoir des relations bilatérales avec tous les pays du Mercosur, non? Et la priorité aussi de la reconnaissance de Paraguay de la Chine, non? Alors, bien sûr, la Chine ve de relations bilatérales, ve de la coopération internationale, appuie des investissements, mais dans un sens clair que c'est plutôt du point de vue on peut dire la Chine, c'est le centre, non? Même, il se pense comme centre du monde, mais alors se pense aussi du centre des intérêts, bien sûr, de la Chine, ne sont pas exactement, ne vont pas à l'encontre va à l'encontre des intérêts justement de développement des industries au Brésil et en Argentine. On voit, il y a beaucoup de cadres, je ne sais pas là, mais l'évolution justement des exportations chinoises ont, ont été à l'encontre, on fait diminuer les exportations des entreprises brésiliennes et argentines pour le reste de l'Amérique latine et même pour l'Amérique du Sud, surtout et les pays du Mercosur. Alors, du point de vue, on peut dire, de relations avec le Mercosur, la Chine ne l'intéresse pas vraiment, l'intéresse les relations bilatérales.
c'est plutôt l'idée, c'est toute la politique globale pour l'Amérique latine, comme je disais, et en plus, avec les pays de Mercosur, ce qui l'intéresse, c'est les relations de coopération, bien sûr, avec le Brésil, avec l'Argentine, quelques investissements importants parce que l'Argentine et le Brésil ont des produits alimentaires, énergétiques, etc., qui sont justement de l'intérêt de la Chine. Mais concernant le Mercosur, comme idée, comme région, comme régionalisme, cela ne l'intéresse pas. Et là, on peut dire, tout ce qui concerne on peut dire, les entreprises, ont perdu les entreprises brésiliennes, argentines, face à la compétence des produits chinois. Et ont perdu au niveau domestique et au niveau régional. Alors, si on dit, oui, pour ce principe win-win de la Chine, non. Concernant les Mercosur, le principe win-win ou gagnant-gagnant n'a pas, on peut dire, n'a pas été comme tel, on peut dire, c'est pas comme ça, non? On voit des perdants dans la relation et on voit aussi ceux qui ont perdu des positions, ce sont les entreprises et les industries. Ceux qui ont gagné, ce sont justement les secteurs agro-industriels. Le secteur agro-industriel, mais c'est justement qui va, on peut dire, à l'encontre de quelques principes généraux comme de l'agenda 2030 et même de ce qu'on appelle le développement soutenable, non? Parce qu'en fait, l'agro-industrie, ce qui a fait un développement énorme des exploitations de soja qui ont justement se sont développées jusqu'à la forêt de l'Amazonie, non? Et comme vous savez, c'est un des centres de débat et de discussion justement concernant on peut dire la coopération internationale et les possibilités d'un développement soutenable, c'est justement d'appuyer les efforts pour la préservation et l'amélioration de la forêt de l'Amazonie. Bien sûr, ce n'est pas la solution pour du changement climatique et tout ça, non? C'est pas, mais c'est important concernant, on peut dire, ce développement et soutenir justement d'autres possibilités de développement, non? Alors, la Chine, de ce point de vue, ne favorise pas et on peut dire les conditions alternatives, on peut dire développement. Pourquoi? Bon, par ses propres nécessités, qui sont justement les nécessités de produits primaires qui justement vont à l'encontre de ce développement soutenable. Bon, c'est laisse un peu comme, parce que bon, j'ai parlé déjà 45 minutes, alors je préfère parler un peu des questions qui peuvent mettre ou échanger des points de vue ou que vous disiez quelque chose. Vous m'avez suivi un peu parce que je ne sais pas par là. Je Non, préfère toujours la présentielle, mais non, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui, une fois de plus, confirme les stratégies politiques de la Chine à l'étranger, à savoir qu'elle préfère les relations bilatérales et qu'elle organise ses propres structures ou dans lesquelles elle pratique ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et donc, effectivement, compte tenu le Mercosur en tant que tel ne semblait pas, même s'il n'y avait pas eu le cas du Paraguay, ne semblait pas être une structure a priori qui intéressait plus qu'une autre structure la Chine.
et qu'elle préfère beaucoup plus, par exemple, une structure du genre un groupe de pays plus la Chine, hein, les groupes dans le genre 7+1, 17+1, où elle prend plus ou moins la direction pour orienter l'action en sa faveur. Donc, il n'y avait pas de raison que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, échappe à cette stratégie dans la mesure où même l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne n'échappent pas à ce type de stratégie. Alors, dans le cadre de votre exposé, j'ai relevé deux petits trucs sur lesquels je voudrais revenir parce que ça peut, d'une part, nourrir le débat, mais ça peut aussi, dirons-nous, permettre de voir les choses de façon un petit peu différente. Vous avez relevé l'opposition entre le consensus de Washington et le consensus de Pékin. En fait, ce sont deux concepts qui sont de nature totalement différente et que l'on peut de fait absolument pas opposer. Dans le cas du consensus de Washington, on a effectivement baptisé ainsi un certain nombre de mesures politiques, économiques, plus ou moins libérales, qui ont été effectivement prises et appliquées. Dans ce qu'on a mis dans le concept de consensus de Pékin, ce ne sont pas des mesures pratiques, ce sont des discours, hein, des déclarations d'intention de la propagande chinoise dont on peut facilement démontrer que, d'une manière générale, elles ne sont pas appliquées. Lorsqu'on dit que dans le consensus de Pékin, son avantage serait qu'il n'y a pas de conditionnalité politique. C'est faux. Le seul fait déjà que que les relations avec Taïwan soient rendues impossibles par les relations avec la Chine et éventuellement une participation au financement du développement de ces pays, c'est une condition politique. Mais il y en a bien d'autres. Vous avez une condition politique qui est euh, généralement peu vue, qui est le fait que la Chine privilégie la stabilité, que le gouvernement soit corrompu ou qu'il soit vertueux. Ce n'est pas son problème. Il veut un gouvernement stable. Et qu'à partir du moment où il a établi des relations avec le gouvernement stable, il est capable de le financer pour que les relations qu'il avait construites ne soient pas détruites. Le meilleur exemple dans ce cas, c'est le Sri Lanka. Hein, l'histoire d'Ambantota, c'est effectivement cette machine qui s'emballe, hein, parce que la Chine ne veut surtout pas que le Sri Lanka change de président. Le président changera avec les dettes que l'on sait qui s'en sont suivies. Bon. Donc, en fait, là aussi, vous avez une ingérence qui se fait. Ce n'est pas forcément des ingérences de la même nature que celles qui ont été connues avec des puissances coloniales comme la France ou la Grande-Bretagne ou d'autres. Hein. Ça, effectivement, ce n'est pas forcément de la même nature. Hein, ni les mêmes moyens d'accès. Mais il y a, dirons-nous, des interventions. Et la plus grosse intervention, c'est de ne pas intervenir. Ne pas intervenir, c'est aussi intervenir, puisque c'est accepter l'état de choses. Donc, tous ces éléments-là peuvent être discutés, mais le prendre comme ça a été fait, opposer un certain nombre de déclarations qui relèvent plus souvent de la propagande à des stratégies économiques avérées, hein, dont on peut discuter parfaitement de l'intérêt, hein, mais disons que ce ne sont pas des éléments qu'on peut exposer comme ça. Alors ensuite, il y a un autre aspect qui est le problème des nouvelles routes de la soie, sur lesquelles un certain nombre de pays, dont les pays d'Amérique du Sud, veulent faire partie. Et là, il faut bien comprendre déjà rien que le nom Nouvelle route de la soie, il n'a pas été choisi au hasard. Hein. Ça distingue bien des relations économiques qui reproduisent les nouvelles routes de la soie, donc avec les pays d'Europe, voire avec les pays méditerranéens, mais essentiellement les pays d'Europe. Bon. Et ça se fait pour quoi faire? Pour exporter davantage les produits chinois à un moment où l'on constate que toutes les réformes structurelles de l'économie chinoise n'arrivent pas à transformer le moteur de l'économie chinoise. Donc, une espèce de fuite en avant par développement des exportations. Alors, ça se fait de deux façons différentes. Vous avez la vente brutale qui se fait aux pays développés consommateurs d'Europe et, dirons-nous, une vente médiatisée pour les pays intermédiaires. On va leur prêter de l'argent pour créer des chemins de fer, etc., qui vont servir à la Chine, mais ce sont eux qui vont le payer en remboursant.
Donc, et ils vont acheter des rails à la Chine, ils vont acheter des locomotives à la Chine, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, quel que soit le long des routes de la soie, hein, c'est toujours une machine de vente, hein, qui est mise en place. Bon. Or, le paysage que vous venez de dessiner, hein, c'est un pays, ce sont des pays où on vend peu à la Chine, mais la Chine qui vend beaucoup. Hein, les exportations chinoises outrepassent très largement, hein, les importations chinoises pour ces pays. En d'autres termes, demander à faire partie des nouvelles routes de la soie, c'est réclamer davantage de coups de bâton. Ça pose quand même un problème. Et donc, ça pose un problème de compréhension de la stratégie qui a été mise au point. Ce que voient ces pays, et ça, on les comprend parfaitement, c'est qu'il y a effectivement des sommes, des financements chinois qui ont eu lieu. Or, pour leur développement, ils ont besoin de ces financements chinois, mais ils ne voient pas dans quel cadre général ces financements ont lieu. Par ailleurs, aujourd'hui, les financements chinois à l'extérieur sont en grande diminution. Donc, les rapports que ces pays doivent entretenir avec la Chine à travers la stratégie des nouvelles routes de la soie doit, à mon sens, être réfléchi de façon certainement plus profonde que cela n'a pu être fait jusqu'à présent. Il y a eu un enthousiasme que l'on comprend et qui est justifié par le fait que de l'autre côté, les pays occidentaux, comme la Banque mondiale, ont restreint du moins un temps considérablement leurs prêts à tous ces pays et que la Chine était de ce fait le bienvenu puisqu'elle semblait avoir de l'argent. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que la Chine s'est trouvée ces dernières années dans la situation qui a été celle des pays occidentaux 40 ans auparavant, où on pensait qu'il suffisait de prêter de l'argent pour qu'il y ait un big push pour favoriser le développement. Alors la Chine apprend à ses dépens que ce n'est pas vrai et qu'en même temps, il est difficile de se faire rembourser parce qu'il n'y a précisément pas eu ce développement. Donc, l'enthousiasme devrait retomber, non pas pour condamner, mais simplement pour avoir une vision un petit peu plus réaliste des possibilités et, dirons-nous, du compagnonnage qui pourrait s'établir avec la Chine dans ces pays. Alors maintenant, je voudrais vous poser plus directement, après ces commentaires, plus directement une question. En fait, ce n'est pas moi qui vous la pose cette question, c'est Sophie Wingens qui vous demande quel enjeu politique représente désormais pour l'Union européenne et la Chine la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Mercosur. Je pense que vous y avez déjà répondu en No, partie. je n'ai pas compris la question finale. Oui. Comment? Quel est l'enjeu géopolitique que Sí. représente pour l'Union européenne et pour la Chine la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Mercosur? L'intérêt dans cette question, c'est le rapprochement entre l'Union Un accord de européenne libre-échange avec qui? Avec, avec le Mercosur. Mercosur. sí. Ah, oui, s'il y a la possibilité d'un accord de libre-échange de l'Union européenne avec le Mercosur et aussi et avec la Chine après, c'est ça du point de vue Oui, de c'est ça. l'opposition politique. Bon, je, je ne le vois pas vraiment. D'abord, la possibilité d'un accord Union européenne-Mercosur que se le voit vraiment que pourrait être très important, non? Vraiment très important. Mais je ne le vois pas maintenant. Vraiment, je vois plutôt, euh, je vois plutôt la possibilité d'un accord différent, comme s'est exprimé le président Macron avec Lula dans une visite au Brésil. Parce que vraiment, cet accord est déjà ancien. Eh, s'est arrêté, on peut dire, à plusieurs reprises, mais continuent les négociations, mais il y a déjà une fatigue, on peut dire, de la négociation sans accord, non? Et, et alors, finalement, on doit parler d'un nouveau accord, pour moi. Hein. Je suis plus d'accord,
déjà ça, depuis quelques années, et je le vois plus pour, comme disait Macron, et peut-être un accord, en fois d'un accord de libre-échange, c'est un accord plutôt de coopération de macro-coopération, on peut dire, euh, en prenant compte justement des objectifs de l'agenda de Mitran, mais surtout au niveau concret de développement soutenable, non? C'est avec quelques objectifs concrets. Ça, je le vois plutôt comme ça. Mais c'est difficile, vraiment, c'est difficile parce que c'est coupé tout la... il faut reprendre, on peut dire, avec une idée concrète pour reprendre. Et maintenant, le Mercosur, comme je disais aujourd'hui, c'est en impasse, on peut dire. Parce que vraiment, déjà, depuis le gouvernement Bolsonaro, vraiment, c'était ralenti le processus du Mercosur. Vraiment, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas d'objectif de renouveau, des idées nouvelles pour mettre, sauf les relations externes. Mais, on les voit, il n'y a pas aussi on peut dire, de résultats, non? Bon, ça c'est une chose. En ce qui concerne les possibilités de la Chine, je ne le vois pas non plus. C'est que je disais, même si le Paraguay reconnaît la Chine, je ne vois pas qu'on puisse parler d'un accord de libre-échange euh, parce que c'est pas dans l'intérêt euh, de la Chine. Sauf si, ça c'est une possibilité, sauf si vraiment les pays du Mercosur, sans condition, se plient à l'idée d'un accord de libre-échange avec la Chine. Ce que je veux dire avec ça, c'est que euh, tous les secteurs industriels, le secteur de la innovation, le secteur plutôt qui prennent plus les valeurs ajoutées à les exportations, perdent, on peut dire. C'est-à-dire, on commence à être une région d'exportation de produits primaires. Et alors, je ne le vois pas comme ça, surtout au Brésil et même en Argentine. C'est-à-dire, nos, nos pays ne sont pas de petits pays. Le Brésil est un pays important quand même, du point de vue même de, de, des secteurs industriels, des secteurs de la élite politique et culturelle aussi, non? Je ne le vois pas. Alors, on, si on peut dire que nous ne sommes pas européens, nous sommes latino-américains ou sommes sud-américains, on peut dire, non? Mais je ne vois pas un accord avec la Chine dans un jeu de somme nulle, non? On, prend- comment se dit, on fait le choix de la Chine par rapport aux Européens, non, je ne le vois pas comme ça, non. C'est plutôt si il y a une partie, même je crois ça, la possibilité d'avoir des relations avec différents partenaires, non? Mais c'est ça, avoir le choix, justement. Mais c'est difficile maintenant, hein. On voit, comme je disais, la géopolitique de la fragmentation plutôt. C'est, qui a pris les pas par rapport à la géopolitique, on peut dire, la coopération. Si on parle de géopolitique, la coopération peut être une contradiction, mais bon, la politique de la coopération plutôt. Mais on voit la plutôt fragmentation du monde. C'est le Brexit à l'Union européenne, mais c'est partout, on peut dire, la fragmentation, la dispute, bon, les guerres maintenant, il y a des guerres par, c'est difficile dans ce sens parler de coopération internationale de possibilités justement comme que l'agenda est prise par la
par cette évolution du système maintenant, non? Bon, je sais pas commencer à parler, mais c'est très intéressant le sujet, vraiment, mais bon, oui. Qui souhaite poser des questions? Hmm. Apparemment, écoutez, si l'échange doit s'arrêter là, c'est... Alors, je peux encore vous poser une question qui vient toujours de Sophie, hein, mais en fait, vous y avez, à mon sens, déjà répondu. Elle disait, la position actuelle des 4 pays du Mercosur, en fait, il y en a 5 pays du Mercosur avec la Bolivie. Ah oui, la Bolivie finalement est partie aussi du Mercosur, depuis Oui, la dernière sommet. Si, 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 est déjà partie d'une manière pleine. oui. Et Eh, bien sûr, je n'ai pas pris en compte la Bolivie parce que c'est tout à fait récent l'incorporation. Mais la Bolivie participait déjà depuis beaucoup d'années eh, comme un statut spécial. Mais déjà, finalement, tous les pays ont voté la confirmation de la Bolivie. Il manquait les votes du Parlement brésilien. Finalement, c'est fait. Alors, la Bolivie, c'est parti du Mercosur. C'est là que change un peu les choses dans le sens de, bon, nous avons déjà des pays méditerranéens qui sont le Paraguay et la Bolivie, mais en plus, il y a, c'est-à-dire, euh, si on voit le Mercosur, le Venezuela est toujours suspendu, non? Mais il faut voir que dans quelques années, euh, le Venezuela va se remettre de nouveau dans les blocs, non? Va participer de nouveau. Alors, le Mercosur, on voit que c'est bien sûr, surtout les pays de l'Atlantique Sud, mais on va jusqu'à la région andine avec la Bolivie et jusqu'à les Caraïbes avec le Venezuela. C'est important parce qu'en plus, c'est la prise en compte de l'Amazonie avec tous les processus, toute la coopération, toute l'idée de coopération internationale et régionale qui est le sujet central qui commence à avoir l'Amazonie. Alors le Mercosur va à être comme un bloc pour la canalisation de la coopération dans ce sens, non? Je le vois je le vois déjà, mais il faut voir encore, mais je crois bien sûr, c'est pas maintenant, hein, je le vois dans les années prochaines. Mais quel est l'intérêt du Paraguay actuellement de choisir Taïwan plutôt que la Chine? Ah bon, sí. Eh, il y a beaucoup de commerce, d'investissement, surtout de Taïwan. Vous savez qu'en les cas, je me souviens toujours parce que j'avais fait des recherches dans le moment de la décision de l'Uruguay, de la reconnaissance de la Chine, non, par rapport à Taïwan, à la transition démocratique, ça, avec le premier gouvernement après la dictature, non? Et justement, le Taïwan avait beaucoup d'investissements en Uruguay et en plus payer beaucoup aux parlementaires pour des voyages, je ne sais pas. Bon, En alors, Uruguay aussi, hein. dans le cas, sí, dans le cas de l'Uruguay, bon, avec le nouveau gouvernement et tout ça, l'intérêt justement des exportateurs d'Uruguay, c'était justement d'avoir un marché à la Chine. Et alors, il y avait tous les mouvements politiques dans ces ans, et finalement, bon, on a reconnu la Chine,
Le Paraguay, c'est comme pays méditerranéen d'abord. Les intérêts de quelques entrepreneurs, c'est plus difficile d'ouvrir le Paraguay. Le Paraguay a changé beaucoup quand même, mais de toute façon, c'est difficile d'ouvrir plus pour le moment, hein, pour le moment. Et cela va changer dans l'avenir, va changer parce que c'est le changement qui c'est reconnaître la situation, non? Mais pour le moment, continue à reconnaître le Taïwan. Pour le moment. Eh, à un moment donné, on a voté au Parlement. C'est une votation de justesse qui continue à reconnaître le Taïwan. Alors, il faut voir dans l'avenir, non? Mais c'est comme ça, de toute façon, là. Non, bah, au niveau des pays, la reconnaissance n'interrompt pas les relations économiques. Oui, que l'on regarde l'Afrique du Sud ou que l'on regarde d'autres pays, les relations économiques avec Taïwan peuvent continuer en l'absence de relations politiques. Hein. Alors vous me dites, effectivement, Sí, il y a la no, pratique la d'échec. política de la China, c'est politique dans le sens que, bon, Oui, oui. Oui, mais enfin, disons que que tous les, oui. Quand vous regardez aussi le comme, Burkina Faso, pardon, quand vous regardez le Burkina Faso, le fait que la Chine soit reconnue politiquement n'interdit pas en même temps qu'il y a développement des relations économiques avec Taïwan. ah, Alors, oui, on oui, était... oui, 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 Donc, si vous voulez, sí, c'est une... je pense qu'en ce qui concerne l'Uruguay avait des relations particulièrement chaleureuses à un moment avec Taïwan, hein, aussi. Bon, donc tout ça, c'est peut-être plus des questions d'opportunité. Quand vous dites le changement de gouvernement qui fait que pour s'opposer au gouvernement précédent, on reconnaît la Chine pour montrer qu'on est différent. Mais enfin, en tout cas, du point de vue économique, ça ne change pas sí. forcément grand-chose. De toute façon, le Taïwan, se me estuvieron así el Uruguay, ¿no? Taïwan avait une coopération importante du point de vue technologique c'est pas seulement la commerce ou bien sûr tous les financements hors, non, hors pour les parlementaires et tout ça. Il y avait une coopération technologique importante. Et Et je agricole. crois que ça se maintient aussi avec le Paraguay. Mais, mais bien sûr, la Chine, c'est la Chine, non? La Chine, c'est millions d'habitants, ce sont les secteurs, c'est le commerce, pour les pays de l'Amérique du Sud, c'est impossible de ne reconnaître pas ça, non? C'est ça. Le Paraguay maintient, de toute façon, c'est un pays, le seul pays de l'Amérique du Sud qui maintient les relations avec le Taïwan. Alors, cela va changer dans quelques années. Oui, Je le vois comme c'est ça, moi. vraisemblable. Vraisemblable. Je repose la question de tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, intervenir, faire des remarques? Non? Bon, écoutez, alors, Lincoln, il me reste à vous remercier pour cet exposé passionnant. Hein, je suis désolé de tous les petits pataquès qui ont fait qu'il y avait une assistance relativement limitée aujourd'hui. Hein, mais nous continuons à rester en relation, ne serait-ce qu'à travers Sophie. Hein, et donc, je vous remercie de nouveau pour votre présence maintenant et j'espère donc à bientôt. Au revoir. Bon, merci. Merci. Merci à toi, Thierry. Ce sont des sujets passionnants, hein, Ah, c'est alors, c'est toujours la passion qui justement, unanime. nous engage pour la passion et comprendre un peu le monde parfois pour dire quelque chose, non? Pour montrer l'évolution. C'est un peu notre rôle, un peu, non? Bon, on va continuer. On continue Parfait. en échange. Merci pour toi aussi, hein, et pour tous les participants qui ont suivi mon exposé.
Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. au revoir alors. Au revoir.